Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, je crois qu'on peut dire qu'il y avait hier, de par le monde, des millions et des millions de téléspectateurs et sur la Lune, des automobilistes heureux. Des automobilistes, des bricoleurs, des jardiniers dans un jardin un peu poussiéreux, des cinéastes, des photographes. Scott et Irwin et la NASA, l'administration de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis, nous ont donné véritablement un prodigieux spectacle. Et ce n'était pas seulement un spectacle, bien sûr, et un spectacle qui a recommencé ce matin avec la 3e marche lunaire, Georges Leclerc. Oui, eh bien la 3e marche lunaire a recommencé effectivement vers 10 heures, un peu plus tard que prévu. Mais en ce moment même, les deux astronautes sur la Lune marchent. Ils roulent plus exactement entre deux points d'arrêt sur les bords du cratère. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas vous diffuser des images en direct de la Lune, car lorsque la Jeep roule, nous n'avons pas les images, car la caméra est alimentée par la même batterie que le moteur de la Jeep. Alors je vous propose de regarder un rapide résumé des principaux événements de ce matin, en particulier à partir du moment où Scott a commencé à préparer sa Jeep pour rouler, nous avons toujours l'habitude de dire marcher au cours de ces marches lunaires, mais pour rouler en direction de cette fameuse faille, le Hadley Ryle. Voici Scott, regardez-le, il prépare la Jeep lunaire. Vous savez que cette Jeep en a vu de vertes et de pas mûres. La première journée s'est passée sans direction à l'avant, c'est-à-dire que pour tourner, la Jeep devait se servir des roues arrière. Et vous savez, vous avez certainement fait l'expérience avec une voiture, il est extrêmement difficile de se diriger avec uniquement les roues arrière. Scott donc vérifie tous les mécanismes. Regardez sur ses manches, il a les plans de vol en feuilles de plastique qui sont parfaitement attachés. Maintenant, nous assistons au premier arrêt des astronautes. Tout à l'heure, il était environ midi. Ils sont arrivés aux abords de la faille du Hadley Ryle, c'est le premier arrêt, et regardez, ils se promènent dans un champ d'ébouli. C'est extrêmement spectaculaire pour les géologues de la NASA, mais aussi pour le monde entier, car la plupart des spectacles lunaires que nous avions eu l'occasion de découvrir auparavant représentaient une morne plaine avec de la poussière et que très peu de roches apparentes. Or, ici, regardez, nous voyons énormément de gros blocs, de très gros blocs même, et les astronautes nous disent même que ces blocs sont de nature variée. Alors comment vont-ils procéder? Eh bien, il est hors de question qu'ils rapportent dans la Jeep, puis dans le LEM, puis dans le module de commande un bloc de cette taille, mais par contre, ils cassent des petits morceaux sur chacun des blocs rencontrés, ils ramassent soigneusement les fragments en notant bien entendu à quel endroit de la roche ils ont cassé ces fragments, à quel endroit cette roche elle-même était posée sur le sol, de combien elle s'enfonçait, d'où elle semblait provenir. Vous savez qu'on a trouvé des roches avec une petite traînée apparente sur le côté, ce qui voulait probablement dire que la roche avait été projetée à cet endroit il y a des millions, peut-être des milliards d'années. Et à ce moment-là, les géologues de la NASA pourront déterminer toutes les caractéristiques de cette roche, c'est-à-dire non seulement la composition, mais probablement l'origine. On dit aussi que les deux astronautes ont ramassé un échantillon qui pourrait provenir de la croûte primitive de la Lune, c'est-à-dire remonter à 4 milliards et demi d'années. Oui, c'est justement le problème, c'était ce que recherchaient tous les savants en envoyant des hommes sur la Lune. La Lune n'a pas vieilli au cours des 4 milliards d'années car il n'y a pas d'érosion telle que nous la connaissons sur Terre, il n'y a pas de vent, de pluie, de gel. Alors les montagnes et les plaines de la Lune ont conservé l'aspect qu'elles ont eu au cours des 4 milliards et demi d'années. Mais par contre, lorsqu'un météorite s'écrase sur le sol lunaire, il peut faire jaillir à la surface des échantillons de roches de la profondeur, qui eux non plus n'ont pas vieilli, mais qui ont pu enregistrer peut-être des données différentes. Et en tous les cas, pour les savants, il est extrêmement intéressant d'avoir en main un échantillon qui n'a pas changé depuis 4 milliards et demi d'années. C'est ça le principal intérêt. C'est ce qui a fait dire, dans une formule qui résume beaucoup de choses, à Scott, ce cratère est une mine d'or. Quand il est arrivé hier, en bordure de la faille, on a vu très bien d'ailleurs hier, pendant les directs, comment on creusait des tranchées, comment on se mouvait sur la Lune, comment on cassait les pierres, ce dont vous nous disiez, dont vous nous parliez à l'instant, Georges. Vous avez le son de la NASA, là, vous pouvez voir ce qui se passe en ce moment. En ce moment, les astronautes roulent toujours entre le second point et le troisième point d'arrêt le long de la faille. Donc, nous ne pouvons pas encore les voir. Vous avez sur l'image la salle de contrôle de Houston. Je vous rappelle qu'actuellement, sur la seconde chaîne, nous avons une émission en direct résumant
tous les événements d'Apollo 15, en particulier actuellement les marches lunaires. Mais Jean Lanzy, je vous propose, si vous le voulez bien, de nous intéresser à un événement qui se déroulera tout à l'heure et qui sera très important, lui. Ce sera le décollage du LEM, du module lunaire, ou plus exactement de l'étage supérieur du module lunaire dans lequel auront pris place les deux astronautes. Ce décollage sera pour la première fois filmé en direct par la Terre. La caméra de télévision sur la Jeep sera abandonnée sur le sol lunaire et placée à quelques distances du LEM, et télécommandée par la Terre, elle pourra filmer cette scène. Regardez cette animation, vous voyez comment se déroulera justement ce décollage et comment nous verrons en direct ce décollage qui apportera beaucoup d'enseignements aux savants et aux techniciens de la NASA, car il s'agit de parfaitement connaître la façon dont se détachent les deux étages pour ne pas avoir d'incidents et de problèmes dans les années et dans les missions à venir. Et ça se passe à 18h11 ce soir, c'est bien ça, hein? 18h11, nous avons une émission en direct entre 17h55 et 18h30. Vous savez que nous aurons à Paris, au début du mois d'octobre, la Jeep lunaire. Nous pourrons la voir, enfin la Jeep lunaire, pas la vraie puisqu'elle reste là-haut, mais une réplique de la Jeep lunaire. On a annoncé en effet qu'au Salon de l'Auto serait exposé le véhicule qui était le véhicule de secours pour l'expédition actuelle sur la Lune. En fait, il s'agit bien de la vraie Jeep lunaire. Elle a été construite à 4 ou 5 exemplaires réels, c'est-à-dire qui seront ou non utilisés sur la Lune, mais en tous les cas qui sont prévus pour cela. La première, vous avez vu ce qu'elle a rendu au cours de la mission Apollo 15. La seconde servira pour Apollo 16. La troisième pour Apollo 17, ce sera la fin de la série des explorations lunaires. Et la quatrième, le véhicule de secours d'Apollo 15, c'est celui que vous découvrirez au cours du Salon de l'Auto. Bon, pour l'instant, ils sont toujours en train de rouler là-haut, précisément à bord de ce véhicule. Ce que je vous propose, Georges, c'est de rester à l'écoute de la NASA. Et s'il y a quelques images en direct qui nous parviennent avant la fin du journal, on fera un petit insert dedans pour être en direct avec la Lune, d'accord? Très bien. Bon, maintenant nous allons parler des vacances. Encore une fois, on n'a pas réussi l'étalement des vacances, mais les aspirants à la détente et au soleil ont mieux abordé, semble-t-il, les grands départs du 31 juillet et du 1er août. Ils ont été eux-mêmes assez raisonnables pour étaler ce qu'il était possible d'étaler. Et c'est ainsi que ce matin, lundi, on enregistrait nombre de départs que l'on redoutait pour samedi et pour dimanche. Cela ne veut pas dire qu'au point traditionnel de bouchons sur les grands axes, il n'y a pas eu des difficultés. Par exemple, à Narbonne, comme vous allez le voir sur les images qui viennent de nous parvenir. Longue file, pas complètement bloquée, cependant, vous pouvez le constater. Les accidents, on ne les compte plus. Enfin, on ne les compte plus, c'est une façon de parler. On les compte, hélas. Il y a eu 164 morts, 1838 blessés, dont 878 grièvement. Tel est, d'après les renseignements parvenus à midi des bureaux de province de l'agence France-Presse, le bilan officieux et provisoire des accidents survenus depuis vendredi 14h sur les routes de France. L'un des accidents les plus graves, parmi les derniers signalés, en Charente-Maritime, des enfants de la colonie de vacances du Moulin Rouge à la Tremblade, fauchés par un véhicule. 4 de ces enfants sont morts, 6 autres sont dans un état grave. Notons qu'en Alsace se déroule une expérience de coordination des secours routiers. Tous les moyens sont centralisés et sont mis à la disposition des usagers qui en auraient besoin. Ils ont à faire le 17 sur leur cadran et ils sont branchés sur ce central de dispatching de l'ensemble, de répartition plutôt par le français, de l'ensemble des moyens dont on peut disposer pour secourir les blessés, mais nous reparlerons de cette expérience. Quant au temps, il sera encore très chaud toute la journée, mais il y aura des orages dans la soirée, quelques nuages venant de l'ouest et un peu de vent de même provenance. Bref, grisaille dans le ciel de France, pour l'ouest tout au moins ce soir et demain, des nuages des Pyrénées aux Alpes. Jetez un coup d'œil sur le thermomètre des températures, relevé cette nuit aussi bien en France qu'à l'étranger. Non, non, pas le thermomètre, oh, c'est dommage, je croyais. J'avais demandé qu'on fasse une sorte de liste des températures enregistrées, tout simplement. Ça allait, si j'ai bonne mémoire, de 12 degrés dans le nord à 22 degrés à Nice, 21 à Ajaccio. Et à l'étranger, il fallait aller jusqu'à 24-26 du côté de Rome. Dans la journée, bien sûr, ça monte plus haut. C'était la température de la nuit dont je viens de vous parler brièvement.
Même en Angleterre et dans les pays nordiques, on constate cette montée de la chaleur. Regardez, si vous le voulez, l'endroit et l'envers du tournage d'un film. L'endroit et l'envers d'un décor. L'endroit d'abord, parade à l'Académie militaire de Sandhurst. L'acteur figurant Winston Churchill est au premier plan. C'est un film qui retrace les 26 premières années de Winston Churchill. Ordre et rigueur militaire. L'envers, acteurs et figurants pendant la pause, affalés sur les pelouses, sous la chaleur, sous le soleil. Bivouac, il fait près de 28 degrés et l'uniforme est lourd à porter. Une scène qu'on ne verra pas à l'écran. La chaleur des protestations contre la démolition des pavillons de Baltard des Halles de Paris semble avoir ébranlé certaines convictions. On a annoncé il y a 3 jours que la démolition des 6 pavillons allait commencer ce lundi matin 2 août, mais il y a aussi ce lundi matin 2 août une nouvelle conférence de presse de la part de M. de la Malaine, rapporteur général du budget de la ville de Paris, et pour nous là-bas, Bernard Olivier à l'hôtel de ville, avec une nouvelle qui Monsieur de la Malaine, quand les Parisiens vont rentrer de vacances, Baltard, ce sera fini. Les pavillons seront démontés. Mais non, il y aura d'abord un certain nombre de pavillons qui ne seront pas encore démolis, et puis il y en a qui seront démontés. C'est justement la nouvelle que je peux apporter, je crois, heureuse pour ceux qui souhaitent la conservation de ces pavillons, c'est que grâce au président de la République et au gouvernement, un certain nombre de ces pavillons ne seront pas démolis, mais démontés, mis de côté, puis on verra ensuite ce que l'on peut en faire. Alors, combien seront démontés? Où va-t-on les mettre? Et qu'est-ce qu'on en fera? Eh bien, on va en démonter un ou plusieurs. On ne sait pas encore quel sera l'état. On s'en rendra compte au moment du démontage et de la démolition. Donc, un ou plusieurs, c'est ce qu'on peut dire. Où on les reconstruira, nous ne le savons pas encore. Nous allons créer un groupe d'études qui va étudier si on peut les mettre dans le périmètre de l'opération, ce qui n'est pas impossible du tout, soit à l'extérieur du périmètre. Et puis, on verra ensuite ce que l'on peut, non seulement les remonter, mais en faire l'utilisation. De toute façon, ce sera dans Paris. Ce matin, les ouvriers ont donné le premier coup de pioche pour la démolition des pavillons de Baltard. Pour combien de temps y aura-t-il des travaux maintenant dans ce quartier? Eh bien, vous savez, nous allons faire une très grande fouille pour faire la gare au fond, et ensuite on comblera la fouille avec des surfaces commerciales, en quelque sorte, et animées, et on retrouvera le sol vers 1975. Ensuite, on fera les superstructures au-dessus, et je pense qu'elles pourraient être terminées vers 1978 à peu près. 1978. Donc, un ou plusieurs pavillons de Baltard démontés et remontés, nouvelle qui fera plaisir à beaucoup d'amateurs d'architecture et du passé en France et à l'étranger, car même de l'étranger, on avait ressenti une certaine émotion à l'annonce de la disparition définitive de ces parapluies de métal du début du siècle. À l'étranger, tandis que le secrétaire d'État en second, Joseph Sisko, venu de Washington, venu des États-Unis, s'entretient avec les dirigeants israéliens de la possible réouverture du canal de Suez et d'un règlement général du problème au Moyen-Orient, malaise à retenir dans le monde arabe. Il y a d'une part des critiques de la part du leader libyen Kadhafi contre d'autres leaders arabes qu'il trouve trop peu enclins à défendre la cause des Palestiniens, et il y a d'autre part au Soudan une tension avec l'URSS qui pourrait se traduire par une rupture des relations diplomatiques. Daniel Estève. Le gouvernement soudanais rappelle ses ambassadeurs en Union soviétique et en Bulgarie. Il proteste ainsi contre la dénonciation par Sofia et Moscou de la répression anticommuniste menée en ce moment à Khartoum. Moscou n'a pas encore réagi à cette décision, mais les commentaires de la Pravda sont ce matin moins virulents. Visiblement, Moscou ne souhaite pas la rupture définitive des liens qui unissent les deux pays. À Khartoum, la vie reprend son cours normal après l'agitation qui a suivi l'échec du coup d'État. Les rues n'ont cependant pas encore retrouvé toute leur animation et nombre de boutiques demeurent fermées. La vie politique suit elle aussi son cours. Le Conseil de la Révolution a décidé d'établir à partir d'aujourd'hui la censure pour toutes les dépêches des correspondants étrangers. Il a décidé en outre de prendre en main le contrôle financier des syndicats et il a prononcé la dissolution des 3 plus grandes centrales qui seront désormais regroupées en une seule. Il n'y a plus aujourd'hui au Soudan que 30 syndicats sur les 560 que comptait le pays avant la tentative de coup d'État du 19 juillet. En Grande-Bretagne, un débat d'urgence aux communes cet après-midi. Le Premier britannique, M. Heath, voulait prendre quelques jours de repos. Il voulait, comme c'est un grand amateur de voile, participer à la régate Admiral's Cup sur la Manche. Eh bien, il ne le pourra pas. L'avenir des chantiers navals de la Clyde en Écosse est en jeu. On en parle aux communes et le Premier ministre Heath doit être à la barre du gouvernement, bien sûr. Sur ce problème, Michel Tardieu. Oui, le problème des chantiers de la Clyde est un problème important dont tous les financiers du monde parlent en ce moment parce qu'il pose de façon tout à fait éclatante un des principaux problèmes de l'économie moderne, celui des rapports entre l'impératif du profit et l'impératif du plein emploi.
Les chantiers de la Clyde, qui sont les principaux chantiers britanniques, étaient déficitaires depuis de nombreuses années et le gouvernement devait les subventionner, c'est-à-dire les faire fonctionner aux frais du contribuable. Et le gouvernement conservateur, qui est peut-être plus sensible aux impératifs du profit que le gouvernement travailliste, a décidé de renouveler pour les chantiers de la Clyde ce qu'il avait fait pour Rolls-Royce, c'est-à-dire de mettre en faillite une entreprise qui ne gagne plus d'argent. Aussitôt, protestation énergique des travaillistes et des syndicats, car le plan du gouvernement annonçait le licenciement des 3/4 du personnel et la fermeture d'un chantier sur 2. Surtout, réaction du personnel lui-même qui occupait les lieux. Les 13 syndicats des chantiers se mettaient d'accord entre eux, ils désignaient pour coordonner leurs mouvements l'un d'entre eux qui s'appelle John Early, qui est un militant du Parti communiste écossais et qui non seulement organise la résistance, mais aussi veut prolonger le fonctionnement des chantiers. Autrement dit, les employés des chantiers se sont mis en autogestion. Ce qui a permis au Sunday Times d'hier, le Sunday Times de Londres, d'écrire que la révolution commençait ici, à la Clyde. En effet, les ouvriers pensent qu'ils vont pouvoir tenir très longtemps en continuant la construction des paquebots qui est commencée. Ceci dit, il est trop tôt pour dire si vraiment c'est la révolution qui commence, comme l'affirme notre confrère britannique, mais une chose est certaine, c'est que sur le plan économique, les ouvriers auront beaucoup de mal à faire fonctionner les chantiers, parce que les stocks qui existent sont insuffisants, et surtout parce qu'il leur faudrait trouver beaucoup de crédits pour pouvoir décider les 2500 entreprises qui travaillaient pour les chantiers à continuer de livrer tous les matériaux dont les chantiers ont besoin. Mais c'est certainement une affaire à suivre. À vous, Jean Lanzy. Merci Michel Tardieu. À tout à l'heure pour les cotations et on parlera aussi des mesures que vient de prendre la Banque de France, c'est-à-dire la nouvelle augmentation des taux de réserve des banques pour contrecarrer les effets inflationnistes des entrées de devises en France ces dernières semaines. Bref, nouvelle de France, majoration des tarifs de l'électricité pour tout le monde, pour l'usager particulier comme pour les gros usagers, mais très peu pour les particuliers en proportion de hausse et plus pour les grands utilisateurs. 4% au maximum dans les 12 mois à venir. Augmentation aussi dans les PTT du prix d'affranchissement de la lettre pour l'étranger, je dis bien pour l'étranger, à l'exception d'un pays, la Suisse. Il sera un peu moins cher d'écrire en Suisse, alors que ce sera le contraire pour les autres pays. Dans l'affaire de la garantie foncière, une nouvelle audition cet après-midi. Monsieur Rochenoir, avocat et conseil juridique et fiscal de la société, la garantie foncière, sera entendu par le juge d'instruction. Certains de nos confrères avaient parlé de Victor Rochenoir à plusieurs reprises ces dernières semaines. Le voilà maintenant convoqué par la justice. Georges Leclerc, rien sur la Lune, nous sommes toujours en train de rouler, nous n'avons pas d'image. Nous avons des images d'une animation de la CBS. Cette animation reflète exactement, si vous voulez, les moments pendant lesquels nous ne pouvons pas recevoir d'images. Mais regardons-la. Oui, regardons-la si vous le voulez bien, parce que nous pouvons voir la Jeep en action. Et cette Jeep lunaire, ou plutôt un modèle qui a servi à ce film à la CBS dans un site spécialement choisi, je crois que c'était en Californie ou dans le désert du Nevada, vous montre un peu comment doivent se dérouler les équipés entre les points d'arrêt pendant lesquels nous recevons naturellement des images. Oui, puisque c'est un peu frustrant, l'automobile sert énormément, d'ailleurs Scott et Irwin ont dit sans l'auto on n'aurait pas pu faire tout ça et on la voit jamais, alors regardons au moins l'animation. Oui, je crois que la NASA d'ailleurs a prévu pour les missions futures, ou va prévoir, si toutefois ce n'est pas encore déjà fait, une alimentation séparée de la caméra et du moteur de la Jeep, car je crois aussi, et les savants seront d'accord avec moi, que les traces laissées par la Jeep dans la poussière lunaire sont extrêmement révélatrices sur la consistance de la poussière, fourniront des tas de renseignements sur justement la composition et la façon dont cette poussière a pu se déposer. Alors vous voyez... Dites-moi, elle n'a pas bougé beaucoup cette animation, hein. C'était plutôt fixe ce qu'on a vu de la Jeep lunaire. Vous savez, pas de notre faute. Je ne réalise pas les programmes de la CBS. Ce sont nos confrères de la CBS qui nous l'ont donné comme ça. Bon, s'il y avait quelque chose, de toute façon on est branché sur le direct, nous y reviendrions vers 13h30. Dans l'immédiat, Michel Drucker, Hebdo-Midi Sport. Eh bien, comme chaque lundi, Jean Lanzy, les journalistes et les commentateurs sportifs tirent les enseignements du week-end, un week-end qui a été riche en très bonnes performances. La plus sensationnelle était sans aucun doute celle réalisée par Irwin et Scott, que vous voyez en direct travailler depuis 2 jours sur la Lune, ce qui représente bien sûr un exploit scientifique et technique de la part des techniciens de la NASA, mais aussi une performance athlétique, physique exceptionnelle de la part des cosmonautes. Parmi les terriens qui méritent ce matin d'être au tableau d'honneur d'Hebdo-Midi Sport, un nageur, Michel Rousseau, 2 pilotes, Jackie Stewart et François Sever.
Michel Rousseau, que vous allez revoir dans un instant, parce qu'il a nagé le 100 mètres des championnats de France en 52 secondes 7 dixièmes, mais surtout parce qu'il a paru très à l'aise et en dessous de ses réelles possibilités. Michel Rousseau nous disait d'ailleurs hier soir à Sport Dimanche qu'aux Jeux Olympiques de Munich, il faudrait nager aux alentours des 52 secondes pour avoir une chance de médaille, et la meilleure façon de s'y préparer, c'est de battre le record du monde de la distance qui est détenu par l'Américain Spitz en 51 secondes 9 dixièmes. Michel Rousseau veut s'attaquer à ce record avant la fin de l'année. Les deux autres vedettes de ce premier dimanche d'août, Jackie Stewart et François Sauvert. Jackie Stewart, que nous allons voir dans une seconde, auquel bien sûr il faut ajouter une voiture, la Tyrrell Ford. Stewart a remporté le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 sur le très difficile circuit du Nürburgring, un des plus dangereux, un des plus difficiles du monde. Il a couvert les 274 km de l'épreuve en 1 heure, 29 minutes 7 secondes, ce qui représente la moyenne effarante de 184 km 200. Le Belge Jackie Hicks, qui était le plus sérieux adversaire du pilote écossais, n'a pas terminé la course, et on peut dire que Stewart a virtuellement remporté le titre de champion du monde qu'il avait déjà remporté il y a 2 ans. Il a maintenant 32 points d'avance sur Hicks au classement, ce qui est considérable. Et il reste 4 Grands Prix à disputer. C'était le 7e hier en Allemagne. Il reste à courir le Grand Prix d'Autriche, le Grand Prix d'Italie, le Grand Prix du Canada et le Grand Prix des États-Unis. Derrière Stewart, le jeune pilote français François Sauvert, que nous allons voir également, merci Jean Royer, mérite également une mention spéciale. Sauvert a terminé 2e hier en Allemagne. Il avait déjà terminé 2e cette saison derrière son chef de file Stewart. C'était il y a quelques semaines sur le circuit du Castellet à l'occasion du Grand Prix de France. Sauvert est actuellement 5e du championnat du monde des conducteurs, un championnat du monde qui tourne maintenant nettement à l'avantage des Tyrrell Ford. Tyrrell Ford a encore remporté un brillant succès hier, alors que la Ferrari de Regazzoni n'a pu terminer que 3e. Athlétisme, à Vittel, l'entraînement des équipes de France bat son plein à 8 jours du début des championnats d'Europe d'athlétisme, qui, vous le savez, auront lieu en Finlande à Helsinki. Jacques Panny, le capitaine de l'équipe de France, est déjà en grande forme puisqu'il a sauté à l'entraînement 8,20 m il y a 2 jours. Alain Bilouin assistait à son entraînement en compagnie d'André Daniel, qui est l'entraîneur des sauteurs français. Jacques Panny, vous avez réussi 8,02 m l'autre jour à Colombes. Est-ce que vous pensez être en progrès depuis les championnats de France? D'après mes tests d'entraînement, c'est indéniable, je suis en progrès. Ma foi, en progrès en compétition, j'ai pas fait de compétition depuis les championnats de France, alors je peux pas voir si je suis en progrès au point de vue des diamètres. On vous a vu pourtant tout à l'heure réussir un saut assez étonnant. À combien était ce saut? Alors c'est des sauts d'entraînement, on l'a mesuré à 8,20 au décamètre, mais enfin c'est des sauts d'entraînement, ça veut pas dire du tout que je ferai 8,20 dans une compétition. Il y a tellement d'aléatoires dans un concours. Jacques Panny, vous avez terminé la saison l'année dernière invaincu. Est-ce que vous pensez cette année enfin conquérir le titre de champion d'Europe à Helsinki? En longueur c'est tellement bizarre, il faut quand même une certaine part de chance, mais je pense que j'ai de bonnes chances, beaucoup plus de chances qu'auparavant de mon côté. Pourcentage de chance plus importante que les années précédentes. Quels adversaires craignez-vous le plus à Helsinki? Oh, disons qu'il y a 5 ou 6 adversaires, c'est très dur de les énumérer, qui se tiennent aux alentours de 8 mètres, entre 8 mètres et 8,20 m, et je pense que le titre se jouera vers... je pense que le gars qui peut faire 8,10, 8,15 au premier essai, je pense qu'il peut gagner à Helsinki. André Daniel, quelle est votre opinion sur les possibilités de Jacques Panny? Sur ces possibilités, ces possibilités intrinsèques, il n'y a pas de problème, il devrait gagner. Maintenant, vous savez, par exemple à Athènes il y a 2 ans, je l'ai vu mordre 2 sauts vainqueurs d'1 millimètre. Les juges ont même hésité à savoir s'il était mordu ou pas, et finalement il s'est retrouvé 7e. Donc il y a beaucoup, comme il vous le signalait, d'aléas au saut en longueur. Il y a un facteur chance intervient. Maintenant, sur ces possibilités actuelles, je n'ai pas tellement d'éléments de comparaison avec les autres sauteurs, ils sont peut-être également eux aussi en progrès, mais enfin je crois qu'ils dominent, pas avec une marge de sécurité suffisante, mais c'est le plus fort, je crois. Vous avez d'ailleurs pu remarquer qu'au cours de ce saut à l'entraînement à 8,20 m, Jacques Panny n'avait pas très bien réussi son ramener de jambes, ce qui prouve en effet que Panny vaut largement les 8,20 m. Le sujet magazine d'Hebdo Millisport consacré aujourd'hui à un sport dont on parle peu, et pourtant c'est, paraît-il, le premier sport d'été. Il s'agit du baseball, sport numéro 1 aux États-Unis, mais qui a traversé l'Atlantique depuis très longtemps, puisqu'en France, on jouait déjà au baseball en 1924. Le baseball se pratique dans toute l'Europe. Le cricket, un dérivé du baseball, est un sport très populaire en Angleterre. Il y a en Europe des compétitions très importantes. D'ailleurs, au mois de septembre, auront lieu en Italie les championnats d'Europe
de baseball. La France va y participer. La France compte 10 équipes de baseball et c'est le Paris Université Club qui détient le titre de champion de France. Michel Toulouse nous propose d'ailleurs de faire plus ample connaissance avec ce sport qui, pour beaucoup d'entre nous, reste encore un peu mystérieux. Pour les Français, le baseball est surtout connu par ses accessoires, gants, battes et masques. Mais les règles du jeu pour le Français s'apparentent à quelques rites mystérieux auxquels on n'a accès qu'après une longue initiation. On joue au baseball dans 50 pays du monde. Aux États-Unis, on compte 5000 joueurs professionnels. Mais en Europe aussi, le baseball gagne du terrain. En Italie, on compte 202 équipes et 160 en Espagne. La France ne compte que 10 clubs et 250 pratiquants. Les joueurs de baseball ne doivent pas disposer de qualités spécifiques comme par exemple la taille pour les joueurs de basket. On joue aussi avec la tête, autant avec la tête qu'avec les pieds et avec les bras. Oui, il faut apprécier très rapidement les situations. Les deux équipes composées de 9 joueurs sont à tour de rôle en attaque ou en défense. Le jeu consiste pour le batteur à se défendre contre l'attaque du lanceur. Le batteur envoie la balle le plus loin possible et pendant que ses adversaires s'efforcent de la rattraper, il marque des points en courant autour d'un carré de 27 mètres de côté. Ce carré est divisé en 4 bases. Le batteur s'arrête dès que la balle est arrivée à la base vers laquelle il se dirige. Chaque membre de l'équipe devient à son tour batteur. Derrière le batteur, l'attrapeur de l'équipe adverse et l'arbitre. Tous deux sont masqués car la balle arrive à une vitesse de plus de 100 km/h. Un bon lanceur est important pour une équipe car si le batteur a 3 fois la balle, il est éliminé. Aux États-Unis, chaque équipe professionnelle est prise en main par un groupe d'hommes d'affaires. Pour eux, ces équipes n'ont qu'un seul but, rapporter de l'argent. Elles peuvent même être vendues en bloc à un autre groupe financier. Aux États-Unis, toujours les enfants commencent à jouer au baseball dès l'âge de 6 ans. Et la plus vendue des bandes dessinées américaines ne pouvait pas ne pas traiter du baseball. Mais pourquoi le baseball a-t-il du mal à s'implanter en France ? Nous manquons de moyens financiers, surtout pour développer ce sport, et de dirigeants qui connaissent le baseball pour pouvoir encadrer des jeunes et les former. Nous avons des entraîneurs, mais ils ne sont pas nombreux et il faut des initiateurs. C'est la raison pour laquelle on a fait appel à des entraîneurs experts canadiens qui vont se rendre à Marseille. Pour nous, c'est une année importante puisque on va disputer les championnats d'Europe à Parme et Bologne du 1er au 12 septembre. Ça devrait remplacer les sports tels que le foot et autres qui ne se jouent pas en été. L'intérêt du baseball, c'est que désormais pour nous en France, il faut qu'on intéresse beaucoup de jeunes. D'ailleurs, les rugbymen de Toulon nous ont demandé de créer une section Racing Club de Toulon pour reprendre, dès que le rugby se termine, ils veulent reprendre la relève en jouant au baseball et garder une certaine condition physique pour la reprise du rugby. On peut transformer tous les stades de rugby ou tous les stades de football en y adjoignant un diamant de baseball, on peut les transformer en stade de baseball. Donc pour les maires de communes, il n'y a pas un problème de stade, il y a simplement qu'un problème d'équipement. Et l'équipement n'est vraiment pas cher, de 22 joueurs jusqu'à 200 joueurs, avec environ 1800 francs, une mairie peut créer des équipes de baseball. Avis aux amateurs. En bref, le calendrier sportif de la semaine, 2 événements vont dominer cette semaine sportive. Mercredi soir en Suisse, à Ascona en boxe, le championnat d'Europe des poids mouches entre l'Italien Azzori, le tenant du titre, et le Français Macrès. Ce match, vous pourrez le suivre le lendemain soir à 20h30 dans Match sur la 2. Et en natation, à partir de vendredi à Morzine, la deuxième partie des championnats de France de natation. Mais le grand événement sportif de cette semaine sera bien sûr la fin de la mission Apollo 15 avec le retour des astronautes sur la Terre. Ça se passera samedi. Nous en reparlerons bien sûr. Je suppose, Jean, qu'Irvine et Scott sont toujours à bord de leur Jeep lunaire.
Ah non, ils sont descendus. Ils sont descendus, Et très bien. précisément, le baseball m'intéresse bien. J'aurais voulu suivre les règles exposées par Toulouse, mais j'ai pas eu le temps parce que je regardais sur un autre écran ce que nous recevons de là-haut, en direct de la Lune. Georges Leclerc, on va passer 1 minute sur la Lune. Oui, vous voyez ici le paysage qui est tout près du LEM. En fait, les deux astronautes américains ont raccourci leur 3e marche lunaire et sont rentrés à la maison. Ils sont à 600 mètres du LEM, à l'endroit précis où ils ont installé le laboratoire automatique scientifique, laboratoire dont ils vont vérifier tous les rouages pour qu'ils puissent servir après le décollage du LEM qui aura lieu ce soir à 18h11 et que nous aurons l'occasion de vous présenter à ce moment-là. Les savants de Houston tournent une dernière fois la caméra télécommandée qui se trouve à bord de la Jeep, regardent une dernière fois le paysage et ils ont demandé aux deux astronautes de faire énormément de photos en 16 mm avec la caméra portative qu'ils ramèneront sur Terre. Vous voyez ici, c'est l'antenne de la Jeep. Vous allez voir le mât central et le fil de connexion qui relie l'antenne à la source d'énergie. Et tout près, l'un des deux hommes. Et tout près, il s'agit de Scott. Vous voyez, il a à la main sa caméra. Il va prendre encore beaucoup de photos destinées à être ramenées sur Terre, car il s'agit des photos de cinéma. Vous voyez maintenant la Jeep. Et sur ces images, je vous invite à retrouver les astronautes, si vous le désirez, à partir de 18h sur la première chaîne. Mais aussi maintenant, pour la suite de ce reportage, je crois, ceux qui sont intéressés par la Lune, c'est sur la 2e chaîne en ce moment, la suite. C'est ça, Georges? Oui, mais vous savez, les émissions sont tellement élastiques en ce moment, puisque nous branchons directement sur la NASA quand il y a des images, et nous débranchons lorsqu'il n'y en a plus. Donc je pense, j'espère du moins, que la 2e chaîne continue en ce moment d'émettre ces images. Bon, on va se renseigner, mais en attendant, la bourse, 3 minutes à la bourse avec Michel Tardieu. Eh bien oui, Jean, très vite les cours. Comme vous le disiez tout à l'heure, la Banque de France a annoncé une augmentation des réserves obligatoires, c'est-à-dire en clair que la Banque de France va geler à peu près 4 milliards de francs de liquidités supplémentaires. En général, quand on annonce une telle mesure, la bourse réagit mal parce qu'elle ne fait jamais plaisir aux boursiers puisque ça risque de ralentir l'activité économique. Cette fois-ci, la bourse étant meilleure, eh bien cette mesure, les boursiers veulent bien la considérer simplement comme une mesure destinée à lutter contre l'envahissement des capitaux étrangers, destinée à résister contre la spéculation à la hausse du franc, si bien que vous pouvez le constater sur votre écran, la bourse aujourd'hui encore est bien résistante et on enregistre des hausses assez nombreuses. Le franc, en effet, fait toujours figure de monnaie forte. Monsieur Giscard d'Estaing l'a confirmé vendredi et en annonçant notamment un assouplissement du contrôle d'échange, précisément parce que les entrées de devises se font à un rythme satisfaisant. À signaler d'ailleurs au sujet des entrées de devises qu'il y a maintenant 1200 entreprises françaises qui exportent pour plus de 10 millions de francs par an, ce qui est un progrès notable par rapport aux années précédentes. Quelques baisses cependant. À noter que la baisse continue sur le marché de Wall Street parce que si le franc fait figure de monnaie forte, le dollar fait de plus en plus figure de monnaie faible, au point qu'on cherche vraiment comment on pourrait venir au secours de ce malheureux dollar. Et les Anglais, le Financial Times de ce matin, conseillait aux Américains de mettre des taxes à l'importation, de ne pas hésiter à mettre des taxes à l'importation, comme les États-Unis envisagent déjà de le faire sur les produits sidérurgiques, pour améliorer la tenue de leur balance commerciale. Les Anglais disent après tout, il vaudrait mieux avoir des taxes de ce genre qu'une véritable dévaluation du dollar, à laquelle cependant beaucoup d'experts continuent de croire. Sur le marché de l'or, on est irrégulier. La barre et le lingot continuent de progresser. La barre à 7480 contre 7477. Le lingot à 7495 contre 7475. Mais les pièces sont généralement en repli. Encore que, oui, les pièces sont généralement en repli, à l'exception du souverain et de la pièce de 20 $. Je crois qu'il est temps pour nous de vous rendre l'antenne. Ici, la Bourse de Paris, à vous, Jean Lanzy. Il est temps aussi pour nous de rendre l'antenne, mais pour les boursiers qui sont restés à l'écoute des cours, je le précise, effectivement, ils ont des images de la Lune en direct sur la 2e chaîne. Merci de votre attention.